Bonjour à tous, eh bien voilà, c'est parti pour le ZCL de ce lundi 15 mars, exactement. Nous allons recevoir dans un instant Jean-Jacob Bicep, Alliance pour la Guadeloupe, qui est aussi membre du collectif Clodo, parce que l'affaire Clodo, 102 jours, à rien pour fait, on va en parler. Ensuite, nous allons recevoir Nadej Saha, qui est de la CRES, avec elle on va parler de le Didico de l'économie sociale et solidaire, très important. Et puis, comme chaque lundi, en fin d'émission, nous allons recevoir notre ami Jean-Luc, pour pouvoir, avec lui, Divial, parler d'Eda Mission. Il va nous expliquer aujourd'hui comment et d'où vient le mot équec. Voilà, le sous-maire. Sinon, l'actualité, c'est une rencontre samedi entre les maires et le TCGTG. Rien pas fait, finalement. Encore une réunion de prévu, une réunion de fait, mais rien n'a été décidé. On reviendra sur la finale de la thèse en 180 secondes. C'était une initiative prise par le directeur de l'université. Je parlais de M. Jeanqui, président de l'université exactement. Olivier Mouadel était là. Début de la vaccination par pharmacie, on en parle avec Max Morel. Et il y a eu un mouvement de grève à la Poste. Normalement, on devrait avoir ce sujet couvert par Charlie Dagounia dans un instant. Voilà un peu ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Et je vous l'ai dit, 102 jours, sans aucune avancée dans l'affaire de Clodo. Alors, Clodo, il faut le rappeler, c'était un Désien tranquille qui a été contrôlé par les forces de l'ordre ADE. Quelques jours après, il a été malmené, il décède. Et depuis lors, un collectif a été créé, un collectif d'avocats, un collectif aussi avec plusieurs organisations. Il y a eu des manifestations qui se sont faites ADE. Et au jour d'aujourd'hui, le procureur, premièrement, il avait pris un congé un peu bizarrement au moment où l'affaire était à ses débuts. Et depuis lors, silence radio. Alors, on a pris la peine d'inviter aujourd'hui Jean-Jacob Bicep, qui est membre de ce collectif, pour qu'on fasse un petit peu le point. Jean-Jacob, merci d'être avec nous. Alors, où en sommes-nous? Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10. Où en sommes-nous? En vidéo Pangodé. Dans la mesure où, effectivement, depuis le 3 décembre que M. Claude de Jean-Pierre est décédé, nous n'avons aucune avancée sur le dossier. Qu'est-ce qu'on a constaté? Premièrement, on a constaté une tentative de la part des autorités de torpiller la procédure d'enquête, c'est-à-dire la phase d'investigation. C'est-à-dire la commission rogatoire, on a vu que la commission rogatoire n'a toujours pas rendu ses conclusions. On a vu aussi que dans les tout débuts, la famille n'a pas pu porter plainte à la gendarmerie, donc il a fallu saisir le procureur de la République par l'intermédiaire des avocats. Donc déjà dans le début, on sent vraiment une volonté de torpiller la procédure d'investigation. Ensuite, maintenant qu'on est rentré, on voit qu'il y a de nouveau une autre tentative. Cette fois-ci, c'est d'enliser la procédure judiciaire. Donc, on torpille l'investigation, on enlise la procédure judiciaire. Voilà telle est la stratégie des autorités judiciaires aujourd'hui par rapport à l'affaire Claude Jean-Pierre. Et effectivement, on peut citer beaucoup de choses. Saisie de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. La famille interpelle l'autorité. L'autorité dit que renvoie vers le procureur et le procureur ne saisit pas l'inspection générale de la gendarmerie nationale. La famille saisit la défenseur des droits. La défenseur des droits s'inquiète de l'affaire, mais elle ne peut rien faire puisque l'enquête a déjà été ouverte. Donc, il lui faut l'autorisation du procureur pour faire son travail. Jusqu'à maintenant, elle n'a rien reçu. C'est-à-dire qu'on voit bien cette volonté de faire en sorte que cette affaire s'enlise sur le plan procédural. Oui. C'est-à-dire administrativement, rien n'avance. Alors, ça a une... Et sans compter qu'il n'y a pas eu d'ouverture d'enquête administrative contre les deux gendarmes qui ont perpétré les faits. Donc ça veut dire que ces messieurs exercent encore normalement, ils sont là normalement, ils n'ont pas même interpellé. On est tous témoins
qu'à chaque fois où, effectivement, des fonctionnaires de police ou de gendarmerie sont mis en cause, en général, s'ensuit une enquête administrative. Une enquête administrative. Et l'enquête administrative, souvent, on met la personne à disposition. C'est-à-dire que cette personne n'exerce pas longtemps durant la période où, effectivement, cette enquête administrative se déroule. Donc, mais là, rien du tout. Donc, ça veut dire qu'il ne s'est rien passé, alors? Ben, c'est exactement ça. En fait, c'est exactement ça. Et si vous vous souvenez du discours du procureur de la République dans sa conférence de presse, c'est ce qu'il disait aussi. Hein. Il disait qu'il ne s'est rien passé. Pour lui, il ne s'est rien passé. Mais par contre, il y a des images. Et les images prouvent le contraire de ce que veut prétendre le procureur. Donc, les images... Alors, s'il ne s'est rien passé, nous, le collectif, nous disons, s'il ne s'est rien passé, publiez les images. Puisqu'il ne s'est rien passé, publiez les images. Et puis, j'ai envie de dire aussi que, de temps en temps, dans ce pays de Guadeloupe, il faut que les personnes qui sont élues prennent leurs responsabilités. Je veux rappeler aux Guadeloupéens que le maire d'une ville est officier de police judiciaire. Tout à fait. Donc il a des devoirs et des droits aussi. Voilà, tout à fait. Oui. Alors comment on m'explique que le maire de Déé, même si la vidéo a effectivement été... ils ont donné une copie à la police, mais rien juridiquement n'empêche à la ville de Déé, puisqu'elle est propriétaire des images, de, effectivement, publier les vidéos. Donc, il manque une volonté politique, déjà au niveau de la ville de Déé. Parce qu'on n'a pas entendu le maire de Déé sur cette affaire. Non, mais c'est quand même incroyable. J'ai même entendu un adjoint au maire qui a dit, moi, je n'ai pas visionné la vidéo et je ne veux pas le faire. Mais moi, je me dis, mais lorsqu'on se présente devant les suffrages pour réclamer les votes aux citoyens, c'est un engagement qu'on prend. Une responsabilité. C'est une responsabilité. Politique. Et il faut, bien sûr, et il faut avoir le courage de l'exercer. Alors moi, je ne comprends pas. Il y a le silence de la maire, il y a le fait qu'elle ne publie rien, et pourtant, c'est devant sa mairie. Ça s'est passé exactement derrière la mairie. Même pas à 10 mètres. C'est-à-dire que la fenêtre de son bureau à la mairie, elle aurait pu voir ce qui se passe dans la rue. Alors, lorsque c'est comme ça, il faut prendre ses responsabilités. Et j'appelle la municipalité de Déé, nous, le collectif, nous appelons la municipalité de Déé à prendre ses responsabilités politiques devant le peuple guadeloupéen. Parce que, d'autre part, Jacob Missa, il faut bien noter que ce genre d'affaires bizarres où on essaie d'éteindre l'incendie, si incendie il y a, en fait, c'est pas nouveau. On a eu plein d'affaires de ce type-là en Guadeloupe, où chaque fois, c'est toujours même mis dans les affaires. Depuis qu'il y a un gendarme, un membre qui prie à don à faire, subitement, rien pas fait. Non, pas exactement ça. Parce qu'il y a des ans et demi, Bémao, en gendarme, tué en français, qui tenait, c'est un délinquant notoire. C'est un délinquant connu, effectivement. D'accord. Et effectivement, les 21, 22 et 23 janvier, procès a été fait. En moins des ans et demi. En moins des ans et demi. Jean Dabla, non seulement il suspendu, il n'a pas été exercé encore. Il est présenté au tribunal. Et là, il est condamné. Il est condamné. Donc le parquet fait appel, mais il est condamné. Alors peut-être qu'il n'est pas vrai à Paton. Désolé, il faut dire ça comme ça. Peut-être qu'il pensait que c'est un mec qui t'a battu, il a tiré. Et il pensait à rien battre. Mais c'est un blanc. Donc finalement, il a fait procédure là. Normalement, il était fait. Même butin, Didier Assor. Trois-Rivières. 3 ans. 3 ans, la BRI bat Didier Assor 8 balles en salle de bain. Un homme qui était en slip en salle de bain. À Kazaï. Parce qu'il tenait un problème psychologique. La famille a crié pour te venir en aide. C'est-à-dire que pour te permettre de maîtriser et de mener à l'hôpital. Plutôt que l'hôpital, c'est cimetière et vous voyez. En 3 ans, pas même la reconstitution des faits qui n'est pas faite. Et en 2 ans et demi, il a jugé Jean Dabla qui tué Marseille. Alors, vous qui sont militants politiques, là, pourquoi vous voyez ces affaires-là, ça consacre, ça déroule dans le pays, là, ça, qui, en pas envie de dire conclusion, mais qui analyse, qui a fait des situations, nous?
selon que tu sois blanc ou noir, la justice te Oui. connaît cette formule-là. Oui. Ben, ça veut dire que nous toujours dans une situation coloniale. Ça veut dire que nous toujours en situation coloniale. Et c'est là tout problème là en réalité. Ça veut dire que justice là, il n'y a pas un même business là, même façon là. Selon que c'est en Guadeloupe, afro-descendant ou indodépendant, descendant en pays là, ça, ou qu'elle semble en français. Faut nous dire la vérité. C'est ça le problème là. Et nous n'y en liste. Nous n'y en camarade non c'est Thierry qui fait tout en liste. Ah, Thierry Césarus. Thierry Césarus. Oui, effectivement, il qui fait tout en liste à tout le monde qui a tué en pays là ça. Et rarement, en seul monde qui a été condamné, c'est en Guyane. Ouais. Mais les autres là, ils ont tous sorti blanc qu'on neige. On ne va même pas parler de 1067 ni de. Ah non, nous ne pas parler de ça. On ne va même pas parler de ça. Nous ne va même parler de ça, nous va parler d'habitat individuel. Mais nous vrai, Charles-Henri Salin, le dépaysé, il a voyé Paris, et à Paris, il a dit, effectivement, il bien tué Charles-Henri Salin, mais il n'a pas été coupable. Ouais. Et il finit en promotion. Donc, nous n'y en réalité. Je veux dire, nous ne pouvons pas dire qu'effectivement, nous n'y en vision étriquée de la justice. Non, nous ne pouvons pas parler d'habitants qui sont factuels, ça veut dire des faits. Et les faits prouvent effectivement que la justice est partielle en Guadeloupe. C'est la justice de l'État colonial. Ouais. Donc, quand on attend des gens qui disent « je fais confiance à la justice de mon pays », demandez-moi de qui pays on va parler. De quel pays parle-t-on? En plus, n'est plus mauvais que ça. En tout cas, souvent, on une organisation, une nouvelle organisation qui est créée en Guadeloupe. On pose des questions là, on dit est-ce que la Guadeloupe est un pays colonisé, en situation coloniale, mais non, la Guadeloupe est un département français. Ben, Niolo Chima a fait. Ouais, Niolo Chima a fait. Et justement, comme nous sommes politiques, nous avons quelques semaines peut-être de changement, plus de pas changement, parce que ça a fait, si l'élection a fait, qui ont analysé la situation politique à la Guadeloupe plusieurs 10 jours. Ben, nous en réalité, je dis en Guadeloupe, nous avons des grosses sécurités. GUSR, Fédération du Parti Socialiste Français, c'est des grosses sécurités. Et depuis tantôt, c'est des grosses sécurités là, ça, qui plus ou moins... qui en cousse. Oui. Bah, puisque la droite laminée en réalité. Et là, coup-ci là, ben, on a l'impression que c'est même Bidana qui a fait. Par rapport à les stratégies que nous avons qui en place. Mais en même temps, dans ce pays-là, ni en aspiration à plus de responsabilité et d'autonomie, qui effectivement qu'a exprimé tous les jours. Il qu'a exprimé à travers les petits patrons guadeloupéens. Il qu'a exprimé à travers la jeunesse guadeloupéenne. Il qu'a exprimé à travers la voix des artistes guadeloupéens. Il qu'a exprimé à travers les mouvements culturels qui sont en Guadeloupe. Donc, effectivement, ni tout en coalition qui détecte normalement déboucher si en perspective politique. Bah, on a bien dit normalement, entre guillemets. Je sens que dire normalement. On a bien dit normalement, entre guillemets. Oui. Parce que qui est là, que nous n'y a résoudre là, c'est celui de la coalition. Ouais. Comment coaliser en Guadeloupe l'ensemble des forces patriotiques et anticolonialistes? Grosse question. Est-ce que vous avez la réponse, monsieur Bicep? Non, je n'ai pas la réponse, mais on y travaille. On y travaille sérieusement. Il y a plusieurs initiatives qui ont été prises. Il y a l'initiative prise par le PC, il y a d'autres initiatives prises par un autre collectif. Malheureusement, ce qui s'est passé hier, avec la désignation de la tête de liste du CIPA, va poser un problème. Comme toujours, oui. Ça va poser un problème dans la mesure où si il s'agit de dire maintenant que je suis désigné, tout le monde s'aligne derrière moi. Oui. Après, on va me dire oui, il faut que tout le monde calme ses égos, mais il faut. Alors c'est vraiment tout le monde. Oui. C'est pas les autres qui doivent calmer leurs égos. Et voilà, je veux dire, il faut vraiment
J'espère et je compte vraiment sur la fibre guadeloupéenne, l'aspiration à travailler pour le peuple guadeloupéen pour que effectivement le CIPA s'aligne avec les autres organisations. Parce que j'ai reçu ici vendredi dernier Monsieur Flemin. Le Parti communiste guadeloupéen a lancé un appel au peuple pour résister, c'est construire, dit-il. Oui, et il me disait, ici même à votre place, qu'il pensait pouvoir rassembler, contribuer au rassemblement. Tout le monde. Même moi, je suis actuellement avec l'Alliance pour la Guadeloupe en relation avec le PCG. On a déjà pris la décision que je serai le candidat unique du mouvement qui se ferait dans la circonscription de Sainte-Anne au départemental. Et pour l'instant, on continue à travailler sur la question des régionales, puisque effectivement, il faut que tout le monde se mette ensemble. Alors comment vous allez résoudre le problème avec le CIPA, vu que la tête de lycée est déjà désignée? Est-ce que... j'en appelle à la responsabilité. J'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Il ne suffit pas de dire Guadeloupéen, 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 autonomie, autonomie, autonomie. À un moment donné, il faut savoir faire les sacrifices qu'il faut pour arriver au but qu'on s'est fixé. Parce que sinon, ce n'est que de la parlotte, ce n'est que des coups de menton, ce ne sont que des postures. Nous devons, dans le camp patriotique, sortir des postures, que tout le monde calme ses égos, que tout le monde laisse les rancœurs des années 80 à la porte et que tout le monde se mette ensemble. La seule chose qui doit prévaloir, la seule chose, c'est l'intérêt supérieur du peuple guadeloupéen. Raoul Servat disait qu'il fallait avoir le sens du pays. Oui. Alors je demande à tout le monde d'avoir le sens du pays. D'avoir le sens du pays. Nous sommes à un tournant et nous voyons bien par l'actualité internationale qu'un nouveau monde est en train de se dessiner. Est-ce qu'il va se passer la même chose que dans les années 60? Est-ce que nous allons de nouveau regarder passer le train? Oui. Bonne question et on n'a pas encore la réponse. En tout cas, on va suivre. Alors, dernière question, on revient à l'affaire Kouldo. Est-ce qu'il y a une actualité? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de prévu? Puisqu'on a, entre guillemets, célébré les 100 jours. On est au 102e. Alors, là, nous prévoyons. Hein. Alors, on avait prévu demain une conférence de presse qui malheureusement ne se tiendra pas parce que le greffe du personnel municipal, oui. Donc on n'a pas pu avoir la salle. On a une manifestation devant le tribunal qui est prévue, mais on va l'annoncer bientôt. Et puis on va prendre, sur le plan procédural, nous allons prendre une initiative que nous allons communiquer aussi bientôt à la population guadeloupéenne. Merci M. Bicep d'être venu nous dire tout ça. J'entends. 102 jours après, l'affaire Kouldo n'avait rien pas fait. On va revenir à l'actualité. L'actualité, c'était cette rencontre entre les maires, l'association des maires et l'UTC-UGTG, puisque vous le savez, depuis déjà plusieurs semaines, Petit Bourg, la situation est difficile. Dans d'autres communes aussi, les écoles sont fermées. L'UTC-UGTG a des exigences pour ses salariés. Première rencontre, il y a eu jeudi, ça n'a pas rien. Deuxième rencontre hier, sur une question principale, l'accord n'a pas pu être trouvé, semble-t-il. Il y aura une nouvelle rencontre, on espère, dans les jours qui viennent, parce que ça urge aussi pour les salariés, ça urge aussi pour les administrations, pour les mairies qui sont bloquées, pour les poubelles qui ne sont pas ramassées, pour les écoles qui sont fermées. Des deux côtés, la situation est compliquée. Reportage Vianney Valverde, on regarde. Nous sommes quand même un peu déçus. On a quitté la négociation en espérant aujourd'hui progresser à partir du point où nous sommes quittés, arrêtés. Et nous sommes revenus ce matin avec une proposition claire et nette qui reprend déjà d'ailleurs quelques éléments avancés par l'UTC-UGTG. Notre espoir ce matin, c'était de continuer. Or, on a l'impression, depuis quelque temps, que la proposition qu'on leur a faite n'est pas la priorité et qu'il faut revenir sur ce qui avait déjà été négocié. On n'avance pas. Alors, je ne sais pas quelle est la stratégie, qu'est-ce qu'il y a derrière cela. Je ne comprends pas trop.
Parce que nous, notre volonté, c'est de progresser. Ça fait un moment, effectivement, qu'on est là. On aurait pu déjà progresser. Le document qu'on leur a donné n'est même pas encore analysé, lu, on ne sait pas. Les documents qu'elle nous demande le centre de gestion Ibanouille, nous avons regardé. Nous demandons aussi la région, puisque la région sont collectivités majeures qui ne sont pas rattachées au CDG en matière de carrière. Et donc, on est propre CAPI, commission administrative paritaire. Et donc, lui aussi fait le document de travail. Nous demandons Magui Cellini, qui est représentant à la région, document de travail. Et l'association des maires, l'ensemble des maires de Guadeloupe fait nos contre-propositions. Si proposition qu'elle nous a fait jeudi, donc nous allons regarder pour ça, si nous allons amender, si bon ou si pas bon. Et après, si bon, nous allons signer, si pas bon, nous allons faire notre contre-proposition. Ils n'ont rien appris là quand on leur donne ces documents-là. Et si je comprends bien, ils font de leur mouvement de grève à cause effectivement des éléments qui seraient sur ces documents-là. Donc ça veut dire que soit ils ont fait une grève sans savoir pourquoi ils la faisaient, et ils cherchent à savoir aujourd'hui pourquoi ils font la grève, ou soit ils savaient déjà pourquoi ils font la grève, donc ils ont les éléments. Donc on ne va pas revenir sur les éléments qui les ont poussés à faire grève. Josselin Saboti, président de l'association des maires, c'est qui a effectivement à tout le temps vouloir effectivement bloquer les négociations. Et nous avons rappelé qu'un candidat Kobinaï n'a pas fait par rapport à prendre une négociation là que nous avons parlé là. Et c'est pour ça que nous sommes obligés de dire. Et là nous disons à niveau là ça, il m'a donné suspension de séance pour y consulter le restant. D'accord? Mais par rapport à premier point là, nous pouvons bouger d'un iota. Voilà, nous en sommes là pour l'instant sur ce conflit. Donc, évidemment, qu'il y a d'autres assemblées vers l'association des maires, puisque tout le monde a des documents qu'on a dit. Et nous pouvons rappeler quand même que ni des gens dans des communes qui ont touché 400 € la veille à retraite à eux, ça qui pas un bulletin normal. Mais ça aussi, c'était politique à la municipalité d'être embauché, et de savent que quand il y a des carrières qui ont fait, et là, on est parti à la retraite, et bien, avec 400 €, on va être très loin. Nous, on va si ça peut-être demain. Pour l'instant, il est 12h55. On prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà, il est exactement 13h02. Retour sur le plateau du ZCL News. On va recevoir dans un instant exceptionnellement aujourd'hui Nadège Saha. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Elle est chargée de développement de la CRES et on va parler dans un instant du DICO de l'ESS. Bon, mais pour l'instant, on va revenir à un événement un peu particulier qui s'est passé, c'était ce week-end, exactement samedi matin, à l'université des Antilles. On a organisé la présentation de la thèse en 180 secondes, un véritable challenge. Et 9 étudiants doctorantes ont présenté leur thèse devant la caméra d'Olivier Moradel. On regarde un peu le résultat. J'espère que vous avez la banane. En tout cas, moi je l'ai et j'en suis fière. Fière de ma banane largement exploitée. Fière de ma banane même très controversée. Et oui, j'entends parler de contamination. Il s'agit d'une excellente manifestation qui met en valeur nos étudiants parce qu'ils doivent présenter en 180 secondes, cela veut dire 3 minutes, leur travail qu'ils ont effectué sur 3-4 ans. J'ai créé un théorème qui permet de mieux comprendre comment se diffuse un fluide dans un corps. Et vous savez ce qui est marrant, retenez-le bien, c'est que ce type de problème se traduit à l'aide d'équations différentielles dites. Je suis très honoré en fait de ce prix puisque c'est très compliqué de vulgariser les mathématiques. Je pense que personne ne me contredira. Et j'ai réussi à relever le défi grâce à une équipe géniale. Je travaille sur l'analyse multivoque et l'analyse fractionnaire. Et c'est ce que j'ai essayé de vulgariser durant ce concours. Vous comprendrez évidemment la difficulté de l'exercice, les enjeux qui ne sont pas toujours évidents pour ces doctorants qui ont des années de labeur et de travail et de recherche à résumer. Mais évidemment, nous avons donc composé un jury qui est non élitiste, non scientifique, puisque l'objectif principal est la vulgarisation scientifique. La chlordécone qu'on a utilisée entre 1972. Mon sujet est de concevoir un dispositif qui utilise à la fois des micro-organismes et de l'électricité pour dépolluer la chlordécone dans les milieux pollués, notamment les milieux aquatiques. C'est le pesticide du charançon noir sur qui on avait porté. À vrai dire, c'est un rêve qui devient réalité parce que je suis une grande fan de son concours depuis son invention dans la francophonie. Et du coup, c'est vraiment un objectif de toute petite que j'atteins aujourd'hui. J'en suis très contente. Nous jugeons principalement l'éloquence,
la dynamisation du langage, la pertinence des propos et l'accessibilité de l'information scientifique au service de la population qui est évidemment, normalement, non connaisseuse du sujet ou du domaine spécialisé. Les coupures d'eau, les embouteillages et les graves inopinés, nous sommes servis. Et mon objectif dans tout ça, c'est d'arriver à prouver l'existence d'un ensemble de points. Une sélection qui va être faite, et si je suis dans ces sélectionnés au niveau national, eh bien je représenterai donc fièrement les îles, les Outre-mer, la Guadeloupe, surtout au niveau national avec mon sujet. De propositions et de théorèmes, et là Ah oui, mince, j'ai oublié de vous dire. Pour l'instant, je n'arrive pas toujours à atteindre ma cible. Nous aurons probablement l'occasion de faire le test avec James Lavoie. On va l'inviter ici, voir un peu si en 30 secondes il pourra convaincre les téléspectateurs du ZCL qui nous regardent tous les jours. Voilà, on reviendra à l'actualité dans un instant, mais je vous l'ai dit, on reçoit Nadège Sarr et vendredi 19, Nadège, il y a quelque chose. Exactement. La CRES des îles de Guadeloupe lance son Didico de l'ESS. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Didico? Alors, c'est vrai que quand on entend Didico, on a l'impression qu'on parle de boyum ou rucon, tout ça, le bois et manger. Oui. Mais c'est pas du tout ce que la CRES va organiser. C'est bien au contraire une nouvelle façon de démocratiser l'économie sociale et solidaire, la faire connaître et de faire rencontrer les acteurs donc, de l'ESS, les associations, les mutuelles, les fondations, les coopératives et les entreprises commerciales d'utilité sociale avec des acteurs qui ne sont pas forcément de l'ESS. Mais quand même, il y aura quand même un petit bois et manger. Il y aura un petit bois et manger virtuel, donc les gens sont chez eux. Voilà, c'est ça. Oh là là. Chez eux et ils pourront boire manger les poyaux et mourir virtuellement. Tout ce qu'ils peuvent faire en étant derrière leur écran. Puisque voilà, hein, compte tenu de la situation sanitaire, on est obligé d'utiliser l'outil Zoom pour l'occasion. Oui. Alors, qui est invité à ce type de rencontre, à ce Didico? Toutes les personnes qui sont intéressées sont invitées à participer justement au Didico. Hein. L'idée, c'est vraiment de pouvoir démocratiser encore une fois l'économie sociale et solidaire. Pour l'occasion, on a invité donc le réseau national Andes, qui est le réseau national des épiceries solidaires. La Banque alimentaire de Guadeloupe sera aussi au rendez-vous. On a invité l'association Alternative 119, qu'on connaît bien sur Vieux Habitants, oui. Et également l'association On Parle Pouvancé, qui est à Bémao et qu'on connaît bien également sur Bémao. Alors concrètement, devant mon ordinateur, ce Zoom-là, vendredi à 19 à 8h30, comment ça va s'organiser, comment ça se met en place? Alors si on ne s'est pas inscrit, il ne va rien se passer devant l'écran de l'ordinateur. Donc, il faut aller sur le site internet. Il faut d'abord avoir l'Internet. Voilà, il faut déjà avoir Internet, aller sur le site internet de la CRES des îles de Guadeloupe, donc www.cres-des-îles-de-guadeloupe.fr. C'est mieux le redire plus lentement, Nadège. Donc www.cres-îles-de-guadeloupe.fr. Merci. Donc en allant sur ce site, on voit dans la partie actualité le Didico de l'ESS. Donc les personnes qui sont intéressées cliquent sur ce lien et donc il y a la fiche d'inscription. Et donc d'ici vendredi, ces personnes-là vont recevoir le lien. Donc là, elles pourront s'installer confortablement donc avec leur café, leur thé, tout ce qu'elles veulent pour faire le Didico, en tout cas chez elles de façon virtuelle, oui. Et suivre justement ce qui va se passer. Donc, dans un premier temps, on aura l'intervention de la Banque alimentaire de Guadeloupe et également donc, de l'Andes, le réseau Andes. Et ensuite, il va se passer quelque chose d'assez particulier qu'on ne voit pas souvent dans les conférences Zoom. Les personnes seront réparties dans des salles séparées. Donc, pour poursuivre donc des ateliers quoi. Voilà, en atelier. Donc, un atelier avec l'épicerie solidaire, donc On Parle Pouvancé, et l'autre avec Alternative 119. Et l'idée, c'est que chaque participant qui s'intéresse justement au développement, à la création des épiceries solidaires, soit tenu informé de comment ça s'est passé peut-être pour Vieux Habitants et comment ça s'est passé sur Bémao et faire un partage de bonnes pratiques. Alors, juste une question subsidiaire. Les épiceries solidaires fonctionnent bien déjà en Guadeloupe? Elles fonctionnent. De ce que j'ai pu avoir comme entretien avec la Banque alimentaire, notamment en la personne de Laure Jacquin, qui est la déléguée générale, on se rend compte que voilà, les épiceries fonctionnent. Après, c'est en termes de financement où là, ça devient un peu plus compliqué. Et c'est justement tous ces aspects qu'on abordera vendredi avec la Banque alimentaire qui est déjà sur le territoire et qui œuvre en ce sens. Quel est notre but final d'une épicerie solidaire? C'est aider les personnes, lutter déjà contre la pauvreté, aider les personnes qui sont en situation précaire de pouvoir s'alimenter à moindre coût. Donc les personnes qui bénéficient donc, de l'aide alimentaire au niveau donc, de ces épiceries, ça reste sur un temps limité. Et justement, c'est encore une fois tous ces aspects qui vont être abordés vendredi 19 à partir de 8h30 jusqu'à 10h30
sur justement via Zoom avec donc les acteurs que j'ai présentés précédemment. Alors il y a plusieurs thématiques qui seront déclinées. C'est ça, donc le Didico en lui-même, donc c'est un concept nouveau que la CRES des îles de Guadeloupe a mis en place, hein, et donc on abordera différentes thématiques au regard justement des sujets en fait, que nos adhérents nous auront peut-être fait savoir qu'ils aimeraient qu'on aborde plus précisément. Donc on peut parler par exemple donc l'épicerie solidaire, ça sera l'un des premiers ateliers. On aura aussi les entreprises commerciales d'utilité sociale et également le statut de coopérative aussi qui sera un des sujets qu'on souhaiterait aborder en tout cas à travers ce Didico. Est-ce que vous avez le sentiment, Nadessa, que l'économie sociale et solidaire progresse en Guadeloupe? Ah mais complètement, et d'ailleurs la CRES, hein, grâce au soutien donc, des fonds européens, de la région Guadeloupe et du département, c'est la mission qu'elle mène sur le terrain, et en ma qualité de chargée de mission développement justement, ça fait partie donc du cœur de ma mission, développer l'économie sociale et solidaire, la vulgariser, la rendre accessible aux yeux de tous. Quand on parle d'ESS, on parle vraiment d'une façon d'entreprendre et de faire en sorte que justement que toute la Guadeloupe, et aujourd'hui ces chroniques sont là pour ça aussi, montrer que l'économie sociale et solidaire c'est une façon de vivre et qu'au quotidien, même quand on ne le sait pas forcément, on fait aussi partie de l'ESS. Justement, c'est ça la question, parce que je suis sûr qu'il y a en Guadeloupe un tissu associatif très important. Très important, c'est ça. Qui n'est pas encore tout à fait entré dans l'ESS, dans l'économie sociale et solidaire. Alors, s'il y a un responsable d'ASSO qui est en train de nous regarder en ce moment, vous lui diriez quoi? De se rendre sur notre site internet, le site de la CRES des îles de Guadeloupe, qui normalement doit s'afficher à l'écran, avec toutes les informations concernant l'ESS sur le territoire des îles de Guadeloupe. Notre mission, donc la mission de la CRES, la mission de démocratiser, de faire connaître l'économie sociale et solidaire, et en tant qu'acteur associatif, toutes ces personnes font partie donc de l'ESS. Oui. Et il y a un intérêt à y être? On y est déjà quand on est une association, quand on est une fondation, quand on est une mutuelle, quand on est une coopérative et quand on est une entreprise commerciale d'utilité sociale. Donc oui, il y a un intérêt à y être. Quand justement le but c'est de placer l'humain au centre donc, de l'économie et pas forcément être sur des valeurs marchandes, l'économie au sens marchand du terme. Donc oui, il y a un intérêt à y être. C'est pouvoir aider son prochain, pouvoir contribuer justement à l'élaboration de certaines politiques publiques, et les subventions qui sont données aux associations par exemple sont là pour aider ces entreprises, les entreprises donc, de l'ESS, associations, etc., à justement se développer et avoir du sens dans leurs missions respectives. J'ai bien compris que l'ESS, ça permet quand même, il faut le dire, de créer quelques petits emplois. Oui, complètement. Oui. L'ESS, c'est un domaine où, on le voit, beaucoup d'associations sont pourvoyeuses d'emplois sur le territoire. Oui. Bien, alors, donc on reprend pour ceux qui prendraient en chemin, vendredi, 8h30. Voilà, le rendez-vous incontournable donc, de la CRES des îles de Guadeloupe ce vendredi 19 mars à partir de 8h30 jusqu'à 10h30. Donc, et en Zoom. Voilà, via Zoom, donc le Didico de l'ESS. On s'inscrit d'abord. En n'oubliant pas de s'inscrire exactement via le site internet de la CRES. D'accord. Bon, je crois que c'est dit. C'est Didico, vraiment. C'est ça. Et n'oubliez pas, voter, café et tout. Nous, on s'en chargera à notre niveau à la CRES. Et quand on aura l'occasion de se voir, le Didico sera certainement différent. Oui, c'est-à-dire qu'il peut avoir, on l'espère. On l'espère, il faudra sortir de cette crise. Un Didico en réel. Ah ben oui, complètement. Oui, quand même. C'est le but en tout cas. Bon, en tout cas, on vous remercie Nadège d'être venue nous dire tout ça. Et vous avez entendu donc le Didico de l'ESS, c'est ce vendredi. Si vous êtes président d'une asso ou membre de l'association, demandez à votre président, à son conseil d'administration, de se réunir avec vous vendredi 19. On continue l'information. L'information, c'est le début de la vaccination en pharmacie. Reportage Maxime Morel, on regarde. La vaccination a été donnée le 4 mars 2021. Tous les pharmaciens de vacciner avec le vaccin AstraZeneca, mais pas que. Les autres vaccins sont aussi en capacité d'être délivrés par les pharmaciens, mais par contre pour l'instant que en centre de vaccination pour les vaccins ARN. Mais donc à partir effectivement d'aujourd'hui, nous pouvons vacciner avec l'AstraZeneca les populations cibles. C'était une vraie demande des pharmaciens depuis un bon moment de pouvoir accéder à cette vaccination également, et aussi dans le but effectivement d'élargir la couverture et l'offre vaccinale. C'est très très important. On a vu que les débuts de la vaccination en centre sont très efficients, mais il faut élargir l'offre pour que la population ait un accès plus facilité à la vaccination. Le protocole, c'est prendre rendez-vous. Nous devons en amont anticiper donc, la préparation du flacon qui ne contient que 10 doses. Et vous savez qu'une fois qu'on a
commencer à prélever dans le flacon, on a 48 heures pour injecter en le conservant entre 2 et 8 degrés. Donc c'est vraiment que les patients comprennent qu'on y a vraiment un agenda à respecter et une prise de rendez-vous stricte à respecter également. La demande est déjà forte, on a plusieurs dizaines de rendez-vous déjà arrêtés, enfin de demandes de rendez-vous déjà arrêtées. Et je pense que ça va aller crescendo au fur et à mesure de l'accès au vaccin et de la fourniture des vaccins. Ce qui risque d'être un petit peu compliqué dans les semaines à venir, ce qu'on a déjà entendu. On risque d'être un petit peu court en approvisionnement, donc il faudra être patient. Et c'est ce qu'on veut dire aussi à la population, c'est que la vaccination s'enclenche, mais elle va s'enclencher à un rythme peut-être pas aussi rapide qu'on l'espérait, mais avec l'arrivée effectivement des points de vaccination en officine, ça sera quand même plus simple pour les patients. Voilà, il est 13h31 comme prévu tous les lundis. On va retrouver notre ami Jean-Luc Divial, la chronique Eda Misso, OTEP. OTEP, Moté. Voilà, générique, c'est parti. Alors Jean-Luc, aujourd'hui, on va aborder un aspect particulier. Oui, on va aborder un thème qui touche à la métrologie, à la mesure, mais qui est la continuité. Vous rappelez-vous, on avait commencé par vouloir expliquer l'origine, pourquoi nous avions cette habitude d'utiliser le rameau lors des fêtes chrétiennes, enfin le dimanche avant Pâques. Et j'avais montré que le symbole du rameau, le rameau symbolise l'année, et que c'est avec un rameau avec des encoches qu'on mesurait le temps autrefois, et que quand l'année est terminée, eh bien le rameau qu'on a conservé pendant une année n'est utile à rien, on le brûle et on en prend un autre. Et puis j'avais montré que ça nous amenait à une notion qui touchait le temps et l'éternité, et on avait montré la liaison. Et aujourd'hui, c'est la continuité, parce qu'on va toucher à des mots de notre métrologie et expliquer un peu leur signification. Mais on va commencer par une petite révision, un petit retour sur ce qu'on a dit la dernière fois. Toujours bien, pour recontextualiser. Voilà. Alors, déjà, on va rappeler ce que nous avions dit la dernière fois. Nous avions vu qu'il y avait une racine, KK, qui était associée à la notion d'âge, à la notion d'ancêtre, à la notion d'éternité. Nous avions vu aussi que le mot Aton, qu'on associe au pharaon Akhenaton, est lié à la notion d'éternité. Donc la racine qui est translittéré 2H, KK, sert à traduire ce qui est vieux, ancien, éternel. Donc, ici, nous avons un idéogramme qui présente la façon dont les Égyptiens codifiaient le mot éternité. Et vous voyez que le double H se retrouve dans cette translittération. Ah, bien évidemment, il y a une logique. Donc, le premier symbole, justement, c'est une mèche, c'est une natte qui sert à faire une lampe, donc la notion de lumière. Et vous voyez que c'est toujours la racine kaka qui revient, en teke kakala, en wawuna ikaka, en swahilim keka, en pende mkoko, en proto-bantou keka, c'est la natte. Et vous voyez que c'est exactement un homophone du mot pour dire l'éternité. Par exemple, en Kosa, on va dire ikandela pour dire la chandelle. Donc, vous voyez qu'il y a un lien. Et on revient à notre fameux mot tangu qui désignait le bâton, qui sert à mesurer le temps. Et vous voyez que c'est le mot pour dire le soleil. En Kimbi, on dit tangu soleil. En Yombin, tangu soleil. En Luba, chitangu, c'est le disque. En Mumbu, tungu, c'est le paquet, puisqu'en fait, ce symbole désigne tout à la fois le soleil, un faisceau, donc un groupe de protons, et le centre de l'univers. Et ce symbole est classé V8 dans la liste de Gardiner. C'est un égyptologue anglais qui avait qui a codifié en fait tous les symboles de l'égyptien ancien. Donc ensuite, vous voyez comment il représentait avec la même translittération NHH, ce qui est vieux, ce qui est ancien, parce que aux yeux de nos ancêtres, Dieu c'est un Père éternel, donc il est là depuis l'éternité, donc c'est un vieux. Donc vous voyez que le mot tong, bâton, rejoint le mot
tanga pour dire la feuille de palmier et qui elle-même rejoint le mot tango pour dire le temps, le Lingala tango le temps, tango le nom de la musique, du rythme dit argentin mais qui vient du Congo, en Chiluba, Chitango le disque. Et donc, le soleil, le mot pour désigner le soleil, nous permet de toucher l'éternité. Vous regardez, en égyptien ancien, on dit le disque solaire, l'éternel, c'est Aton. Donc, quand on dit que Akhenaton a voulu imposer un seul Dieu, non, c'est juste une façon de dénommer la divinité sous le nom de l'éternel. Et c'est de là que les autres religions abrahamiques ont récupéré le terme et c'est comme ça qu'ils ont commencé à construire leur discours. Mais c'est à partir des mots des langues africaines modernes. Donc, on voit encore cette série et maintenant, on va voir l'origine du terme Ekek que nous utilisons assez régulièrement chez nous. Voilà la graphie par laquelle on désigne encore l'éternel. Là, vous voyez carrément le double H. Ce double H, vous le retrouvez aussi dans le tétragramme. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous voyez une évolution de ce fameux bâton, de cette pousse de palmier avec des encoches qui servent à mesurer l'année. Et regardez au bas, vous allez voir des grenouilles de part et d'autre. Donc vous voyez que la notion de l'éternité c'est stable. Donc il y a la répétition. Vous voyez, la grenouille à droite elle est à gauche, le bâton est à droite et à gauche parce que ça symbolise aussi une certaine stabilité, puisque quand on veut montrer que quelque chose est en équilibre, eh bien on double le son, on double le phonème. Voilà cette branche de palmier avec des encoches pour mesurer l'écoulement du temps. Et vous voyez qu'elle a elle a une évolution. Et regardez bien ici, on dira Djanga pour la feuille de palmier, Djanga pour la feuille de palmier en Koyo, Tanga pour la feuille de palmier en Koutou, et ça rejoint encore les mots pour nommer le temps. Tangu le temps, Ishitangu le temps, on a fait la série tout à l'heure. Et vous voyez que cet élément, il est fondamental, puisqu'il est autour de l'idée de mesure. Donc l'idée de mesurer avec un support les éléments vient de là. Donc on revient à notre graphie pour voir que cet élément-là, la grenouille, il faut comprendre pourquoi elle est là. Et en fait, la grenouille, c'est un mot qui sert, un idéogramme qui sert à désigner une grande quantité, c'est-à-dire le million. Et nous allons voir comment on nomme cette grenouille. Et vous voyez qu'elle est appelée par son nom, par le son qu'elle émet. Kwa, par exemple en Setswana, Ikoko en Zulu, Kolko en Chimbu, Kukasa en Moum, Keke en Kamano, Kokodene en Ga, Kaka, c'est le mot pour dire ancien, vieillard. Et donc vous voyez qu'elle est associée à la notion de million parce qu'elle porte la même racine en homophonie de ce qui est relatif au temps et à un temps extrêmement long. Donc, la grenouille, quand le scribe dessine la grenouille, c'est pour signifier une mesure, une certaine quantité, c'est-à-dire le million, ou alors parfois aussi quelque chose d'indénombrable. Donc, nous allons passer au tableau suivant, et vous voyez que le mot pour dire le bâton, c'est kek. En la feuille de palmier, par exemple en Bamanam, se dit teje. Et en Kamano, Keke, c'est la grenouille. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une série homogène en termes d'homophonie. Et donc, vous voyez bien que le mot pour dire la grenouille, c'est Keke, mais le mot en Oluganda pour dire le million, c'est Kakade ou Kakekuru ou Kakaikuru si on prend d'autres langues comme le Lungungu ou bien le Lubwisi. Donc, vous voyez que c'est cette homophonie entre le nom de la grenouille et du mot pour désigner le million qui fait que le scribe utilise ce symbole-là pour signifier le mot million. Maintenant, on voit qu'on touche déjà à travers cette racine qui est le nom de notre fameuse mesure locale. Donc, revoyons la série. On va voir que Kek, c'est le bâton, Kege, c'est la feuille de palmier, Keke, c'est la grenouille et Kake, c'est le million. Donc, c'est un jeu d'homophonie, c'est de la métaphore qui permet de stabiliser ces éléments-là. Et vous voyez que à droite, vous avez la divinité qui a les bras ouverts. Voilà, pour désigner ce qui est indénombrable. Donc, ce million prend aussi le sens de beaucoup de quelque chose qui est indénombrable, une quantité indénombrable. Donc, Kek, c'est ce qui est indénombrable.
Kek, c'est ce qui est dénombrable. Bon, je passe sur cette série. Voyez-vous qu'il y a un lien aussi au niveau de la façon de dire million dans les langues africaines avec le nom de la grenouille. Mais vous voyez que Kek, ça désigne quelque chose d'inénombrable. J'insiste là-dessus. Et donc, vous allez voir pourquoi j'insiste à ce point, puisque avec le tableau suivant, vous allez voir que ma remarque sur laquelle j'insiste est fondée. Donc, vous regardez par exemple ici, on a la plateforme, la section de règles, qui est le signe AA11, et on a Hake pour dire la mesure. En Bambara, on va dire Hake pour dire la mesure. En Bassa, Hihega pour dire la mesure. En Bassa, on dira Hek pour dire mesurer et Kek pour dire placer. Donc, mesurer et placer, c'est le même mot. En Setswana, on dira Teka pour dire la taille. En Poto-Bantou, Setek pour dire mesurer. En Soninke, on dira Hense pour dire la mesure. Et Nkek en Bassa pour dire le créateur. Et en Roussika, on dit Ahak. Oh, mais c'est même pas la même racine là. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Le hacké qui mesure là et le hack, le pani hack. Non, ça c'est encore autre chose, mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Alors, vous voyez bien que c'est lié au créateur parce que c'est celui qui mesure, c'est celui qui organise. Donc voilà. Donc Kek le bâton, Kek est la grenouille, Hek mesuré, Kek placé. Et donc chez nous, Kek la mesure, donc on dira et Kek, 50 cm et Kek par exemple, ça veut dire et une mesure. On dira aussi Tek en Tek, mesure pour mesure, c'est-à-dire que pour désigner quelque chose qui est assorti, qui se marie bien. Et on dira aussi sur la même base que le soninke, Hyanse, qui veut dire jauger, hésiter, c'est-à-dire qu'on mesure mais on n'est pas encore décidé, on n'est pas encore sûr de la mesure, donc on va Hyanse, voilà. Donc vous voyez, tous ces mots de notre lexique procèdent justement de cette notion de mesure qui est rendue par la racine kek, hek. Et pour revenir à votre... Et le tech, on l'a tech. Oui, mais justement, ça veut dire que c'est placé, que c'est égal, que ça tombe, voilà. Et aussi, vous voyez, mesurer, placer, le deck, oui. Voilà, c'est encore la même chose. Et pour le hack, ça veut dire piller, raser. C'est-à-dire que c'est toujours lié à la notion de mesure, hein. Mais il faut comprendre que le hack, c'est ce qui arrive, par exemple, quand il y a l'inondation et que tout est couvert par les eaux. Et qu'on ne voit qu'une seule ligne. Voilà, et que tout est couvert, voilà. On ne voit rien d'autre, on voit hack. Voilà, donc tout ça c'est lié. Si vous avez raison, c'est lié, mais c'est sur un autre plan. Donc, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, eh bien, on va se retrouver pour un spécial Marie-Galante auquel je tiens particulièrement. Merci Jean-Luc. Et on revient à l'actualité. L'actualité, c'est une grève à la poste ce matin. Charlie Dagonia y était. Que se passe-t-il réellement? Puisqu'il y a deux mouvements qui sont dans l'air déjà. On regarde ce sujet. Nous mobiliser parce que ça pas caille. Nous quand travaillons ni des organisations que la Poste a mis en place qui pas convient nous. Ça veut dire dans premier temps la Poste pas respecter nous en tant que non mais femmes qui travaillent ici. C'est une équipe maman, papa, père de famille qui là. Ça veut dire que aujourd'hui là, la Poste mettait depuis le 1er mars son organisation en place. Au lieu de nous faire des bulletins qui pour nous insensés. Nous c'est des facteurs, nous non gens que nous travaillons. Un facteur, il pas quand monter dans voiture qui distribuer courrier. Ça veut dire qu'il y a apprendre métier. Ils ont tant pis formé pour apprendre métier là. Aujourd'hui là la Poste a décidé que dans 2 jours, on peut apprendre un itinéraire en tournée et là on apprend itinéraire là, ça suffit. Ça veut dire qu'ils vont au téléphone, ils mettent en géolocalisation là, ils vont partir et ils font distribution là. Alors, ce qu'il y a nous, ni problème à adressage ici, ni d'autres problèmes qui touchent nous directement dans le métier en nous. Il faut que le peuple Guadeloupe savent qui a passé. Mais il n'y a pas rien qui petit bout. On a d'autres bureaux aussi qui rentrent en grève parce qu'ils connaissent les mêmes difficultés que nous. Et c'est pour ça que nous semblons là. À partir de aujourd'hui là, nous ne savons pas jusqu'à quel temps. Ça veut dire d'autres jours ou d'autres semaines, c'est d'après la direction générale des négociations qu'il y a. Nous commençons négocier avec la direction en nous en petit bout. Vendredi passé, nous étions bloqués en les premiers points là. Premier point là, c'est non-respect
à ça, nous avons créé les instances, c'est-à-dire qu'on a des organisations comme CHCT et CT qui là, pour dire le droit, tout courrier là, c'est courrier à petit bout et courrier à goyave. Nous avons dit que ça, nous avons fait là, nous pas demander l'argent. Nous pas faire grève pour l'argent, demander des bêtises. Nous là pour nous sauvegarder l'emploi, nous travailler, nous, pour que nous respections aussi quand ils ont facteur. Déjà direction nous, parce qu'il y a une image à facteur qui n'est pas vrai, qui n'est pas bon forcément. Nous voulons aussi dire que nous avons fait ça pour une meilleure qualité de service. Pour que l'être là qu'on attend ou bien colis là qu'on attend à casa ou rive à casa parce que l'adressage là qui est meilleur. Parce que d'autres bitins qui mettent en place pour que le travail là puisse être bien fait. Et pour que les gens qui ont fait le travail là, ça, donc en l'occurrence les facteurs qui ont formé. Et que la poste va ont temps pour former. Donc son temps à 3 semaines. Par exemple, mon papa là dans l'organisation qui a dit en facteur, il y a une tournée en 2 jours. Et en 2 jours, jabon, il peut distribuer la monde. Ça, c'est menti par la population là. Nous pas dans ça. Nous pas dans ça. Nous avons dit à la population là que nous voulons faire travail là, mais nous voulons aussi que nous les moyens de faire travail là. Et c'est là nous y sommes. Voilà donc respecter les facteurs, c'est le mot d'ordre et visiblement il y aura d'autres mouvements dans ce secteur-là puisque j'ai appris qu'il y a un nouveau mot d'ordre dans une autre structure postérieure. Bon, en tout cas, nous aurons l'occasion d'y revenir. Voilà, il est 13h46. En début de ZCL, nous avons reçu aujourd'hui Jean-Jacob Bicep. Pourquoi? Mais parce que nous 102 jours que Claude Mort n'a rien pas fait. Pour qu'elle a bloqué tout le bitin, rien pas qu'à avancer. Et les gens savent toujours qu'elle est passé par rapport à ces deux gendarmes-là qui étaient interpellés le 22 novembre et il est mort quelques temps après en décembre. On a reçu aussi Nadej Saha, chargé de mission de développement de la CRES qui organise le vendredi 19 mars de 8h30 à 10h30 Dizico de l'économie sociale et solidaire. On vous a donné le mot d'ordre, il faut s'inscrire obligatoirement. Et à partir de 8h30 vendredi, vous serez en direct. Et puis, on a reçu aussi Jean-Luc Divial, comme chaque lundi, pour sa chronique et d'Amisso. Sinon, l'actualité, elle est toujours sociale. Je vous l'ai dit, la rencontre entre l'association des maires et le syndicat UTC-UGTG n'a pas donné grand-chose. Visiblement, les deux parties sont en phase, mais rien n'a pu être signé dans certaines communes comme Bémaou, comme Petit-Bourg entre autres, Pointe-à-Pitre aussi, pas de cantine pour les élèves, donc difficulté de maintenir des écoles ouvertes, on l'a vu. Finale de la thèse en 180 secondes, on a vu donc le gagnant guadeloupéen James Leroy, qu'on va recevoir ici un de ces jours, et avec lui on fera le point sur sa thèse, et puis début des vaccinations en pharmacie, mais attention, pour il y a assez vaccins pour les vacciner, qui donc difficulté. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est Kevin qui était à la machine. Eh bien, tout bien passé bien. Et on se retrouve demain à la même heure à partir de 12h30. Thank you.